Lundi 22 janvier 2001, nouvelle rencontre avec Jacques Chessé. Jacques, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau siècle, ce nouveau millénaire, pour parler de Payerne, pour parler de votre école, mais d'abord pour parler d'un bilan, celui de cette exposition de peinture qui se termine ces jours, et je crois que c'était un vif succès. Oui, c'est tout à fait étrange que cette exposition se termine parce que pour moi, elle n'avait d'une certaine façon pas commencé, elle ne devait pas finir, dans la mesure où je venais montrer pour la première fois de ma vie en Suisse, dans ce pays, ce que j'avais fait en peinture, j'allais dire depuis toujours. Alors c'est très curieux d'essayer de trouver une fraction début, fin de l'exposition. Pour moi, elle ne se terminera pas, elle va durer comme ça, comme suspendue, comme une aventure essentielle. Essentielle parce que après l'Espagne, après la Fondation Pérez, où ces tableaux sont allés d'abord au mois de septembre, je l'ai dit, c'est la première fois que je les montrais ici, à Lausanne, en Suisse, à des Suisses, à des amis, à des proches qui ne les avaient pas vus. L'exposition a été un succès. Je le dis de manière simple. Je veux dire qu'il y a eu une presse considérable. La télévision suisse romande, la télévision lausannoise, les radios, de nombreuses radios. Il y a eu de très nombreux articles, et jusqu'en Espagne, qui mêlaient à la fois l'exposition de Cuenca à la Fondation Pérez et l'exposition Planck. Il y a eu des articles à Genève, il y a eu des articles à Lausanne, il y a eu un très bon article dans la Liberté de Fribourg, vraiment excellent, profond, juste, ramifié. Tout cela pour vous dire que l'accueil a été très fort. Et ce qui est très touchant, c'est que cette exposition n'a jamais été désertée. J'y ai passé de nombreuses heures avec Madame Planck, avec Monsieur Marcel Pierre, les responsables de la galerie. Je n'ai pas vu cette galerie déserte un seul instant. Il y a toujours eu des visiteurs. Et je dirais d'une manière tout à fait pratique, sans en tirer aucun argument quelconque, il y a toujours eu des acheteurs. C'est-à-dire que plus de 30 tableaux ont été vendus sur une cinquantaine. Ce qui est tout à fait énorme et très rare, me dit Madame Planck, et ça je le savais aussi. D'autant que c'est une peinture qui n'est pas tranquille, et que vivre avec une telle peinture, c'est vivre, je le sais, avec une intensité. Mais voilà, l'expérience pratiquement toujours se termine. C'était très curieux pour moi, il y a 2 jours, samedi, d'apporter l'un des tableaux chez ma mère, qui est maintenant dans une maison de repos, une maison de personnes âgées, au chemin de Beau-Rivage, à la Pensée, à Lausanne. Eh bien, samedi, en sortant de la galerie, je lui ai apporté un tableau que ma sœur était venue chercher, à la fois pour elle et pour ma maman, et de déposer ce tableau sur son lit, elle qui ne voit rien, elle a perdu la vue il y a quelques années, mais qui était extrêmement touchée parce qu'elle pouvait palper le tableau, elle pouvait le toucher à son tour, on le lui décrivait, on lui disait ce qu'il était, on lui disait le sujet, entre guillemets, du tableau. J'ai toujours dit que les livres n'avaient pas de sujet, alors les tableaux non plus, mais là tout de même, on ne peut pas peindre rien, comme disait mon maître et ami Jacques Berger, on ne peut pas peindre rien, la formule est admirable. Et pour ne pas peindre rien, j'ai peint une espèce de Nietzsche imaginaire et présent. Eh bien, c'est ce Nietzsche qui va accompagner ma mère. Il me touche que ma mère, âgée de 91 ans, ne voyant quasiment rien,
Et dans sa chambre, à quelques mètres d'elle, même pas 1,5 mètre d'elle, mon portrait de Nietzsche. Je l'ai peint sur la partition de Carmen. Vous savez quel lien il y avait entre Carmen de Bizet, la partition de Bizet, et Nietzsche. Et l'extraordinaire rencontre de Bizet, de Carmen, de l'Espagne de nouveau, autrement dit, n'est-ce pas? La guitare, la violence, l'érotisme, et le visionnaire, Zarathustra, l'Engadine, dans la chambre de ma mère, par mon truchement à moi, de ma peinture. Je dirais que cette rencontre est un lieu tout à fait exceptionnel. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'exposition ne se termine pas. Vous le comprenez mieux maintenant. Parce que j'ai pris ce tableau dans l'exposition, c'est la fin en effet, pour l'apporter à maman, où donc l'exposition continue, et où cette aventure commençait en Espagne, et pour moi, je dirais, dans ma petite enfance, puisque je peins depuis l'âge de 6 ou 7 ans, va avoir une espèce de vie prolongée, prolongée, prolongée. Ma mère a déjà dit qu'il fallait qu'ensuite, après elle, ce tableau soit chez ma sœur, à Sciez, de l'autre côté du lac, en Savoie, dans un bel endroit, dans une belle maison paysanne au milieu des arbres et des jardins, et de son jardin à elle, les poules, les chats, le chien, tout cela, et Nietzsche. Nietzsche étant l'un de mes monstres, un de mes sauvages, une de mes terreurs, entre guillemets, puisque j'avais un mur à l'exposition où il y avait Mao Tse-tung, Baudelaire, Antonin Artaud, Seurat, Antonio Seurat, Baudelaire, Staline et Nietzsche. C'est ma galerie de personnages intimes. On ne choisit pas mieux, n'est-ce pas? Donc cette exposition va fermer ses portes, et puis j'ai continué à peindre, bien entendu, car bien que je fusse tout à fait occupé par cette présence à la galerie, j'ai passé un hiver très, très actif, très, très studieux, très travailleur. Mallarmé disait « Hiver, saison de l'art serein, de l'art lucide ». J'aime beaucoup ce « saison de l'art serein, de l'art lucide ». C'est vrai que la neige sur ma terrasse, sur mes arbres, cette clarté qu'elle donne à la chambre où je travaille, a fait que, et c'était un hiver enneigé, a fait que ce que j'ai écrit cet hiver me paraît solide, et ce que j'ai peint cet hiver également solide. J'ai peint des femmes. Le thème du Minotaure, je le garde en moi, il va ressurgir, c'est évident. Mais j'ai peint des femmes sur le thème des deux sœurs, un peu les Gabrielles d'Estrée qui seraient devenues à la fois roprasiennes et espagnoles. Et ce thème m'a énormément intéressé, au point que j'ai peint de très nombreux tableaux cet hiver de cette famille-là. Et puis j'ai travaillé aussi à une parodie des nus de Courbet, de l'origine du monde, au sommeil et aux demoiselles du bord de la Seine. J'aime Courbet. Je crois que j'ai déjà parlé ici de la lumière de Courbet. Et il me paraît tout à fait naturel de citer Courbet dans ce que je fais, comme j'ai cité Goya ou Picasso. Je n'ai jamais caché que ce que je dessine, ce que je peins, est complètement lié à ce que j'ai aimé, ce qui m'a fabriqué moi-même dans l'histoire des formes. D'où cette présence de Courbet dans les derniers tableaux que j'ai faits. Voilà pour le mois de décembre et le mois de janvier. Alors peut-être juste quelques mots sur l'écriture
de ce mois de décembre. Vous disiez la lucidité que donne la clarté de la neige. Au niveau de l'écriture, comment est-ce que ça s'est traduit? Alors j'ai écrit quelques textes intimes. D'abord des poèmes, parce que j'écris toujours des poèmes, comme une sorte de journal de vie. Je ne tiens pas de journal intime. Le journal intime viendrait, je crois, voler ce que j'ai à dire dans la poésie et dans les récits. Mais comme mes récits prennent de plus en plus une forme autobiographique, autofictionnelle, on en parlera peut-être dans l'aventure de l'écriture, on en parlera même très sûrement, et que je me détache du roman de fiction pour venir à l'autofiction, j'ai éprouvé le besoin de rassembler des textes, ceci depuis une année ou deux, mais ça a pris une forme plus précise, des textes qui sont des textes sur moi, euh, sur, euh, sur moi, c'est-à-dire sur mon aventure de vie. Qu'est-ce que c'est que l'aventure d'une vie? Comment la vit-on? Qu'est-ce qu'on vit comme temps fort? Quels sont les lieux intimes, les nœuds en même temps qui font que nous soyons ce que nous sommes? Et j'ai eu le besoin d'écrire cet hiver quelques textes sur ma mère en particulier, et puis une lettre à mes fils. J'ai écrit une lettre à mes fils qui n'est pas très longue, mais qui dit tout de ce que j'éprouve de leur petite enfance, de la séparation que j'ai vécue avec eux, séparation purement physique et chronique, lorsque Françoise et moi nous nous sommes quittés. Mais je n'ai jamais, Dieu merci, perdu la compagnie de mes fils. Cependant, je ne les ai pas eus auprès de moi pour les voir grandir comme j'aurais peut-être pu le souhaiter. Je dis comment je les ai retrouvés au début de leur adolescence et ce qu'ils sont pour moi maintenant et sans doute dans l'éternité, puisque mon âme est destinée à me survivre, me semble-t-il. Et j'ai là pu leur dire certaines choses par écrit que peut-être ils ont senti, que je leur ai suggéré, mais que je n'ai pas pu leur expliciter jusqu'à présent. Et l'hiver a été très, très propice à l'écriture de ces textes poétiques, mais c'est encore le je qui parle dans la poésie, et de cette réflexion, entre guillemets, romanesque sur cette histoire de vivre qui est la mienne, et qui a fait qu'à un certain moment, j'ai dû dire, mais qui était ma mère? Qui est-elle aujourd'hui pour moi? Et qu'est-ce que je suis comme étrange fils? Il n'est pas très commun d'avoir un fils peintre et écrivain, d'avoir un fils aussi à la fois sauvage et libre de ses sentiments, à la fois aussi proche et peut-elle penser aussi distant. Il y a là quelque chose comme un rapport difficile qu'il a fallu à un certain moment tenter d'éclairer. Et je l'ai fait avec bonheur. D'ailleurs, je pense qu'on entend dans ma voix en ce moment quelque chose comme une sérénité. Il n'y a pas de crispation quand j'en parle. J'ai essayé justement d'écrire ces quelques pages pour que toute crispation disparaisse. Est-ce que ces textes très personnels, très intimes, pourront être publiés, pourront toucher un public plus large? Je le souhaite. Je le souhaite. Il faudra leur donner forme dans cet esprit-là, c'est-à-dire les réunir. C'est ce à quoi je vais penser ces prochains temps. Alors, par exemple, des lettres à vos fils, est-ce qu'elles elles peuvent concerner le public plus large? Est-ce que vos fils peuvent admettre ou accepter que ce qui leur est destiné personnellement soit également destiné à un public plus large? C'est une question très intéressante, mais je l'ai résolue pour moi depuis toujours. Dès que j'ai admis que j'étais écrivain, j'ai pensé que ce que je disais d'intime pouvait être dit publiquement. Et que
comme mes fils ont été élevés par moi avant notre séparation d'avec Françoise et après, dans nos très nombreuses rencontres, dans cet esprit-là, qu'ils me sentent profondément un homme d'écriture, et maintenant aussi de peinture, mais d'écriture, donc je communique ce que je ressens, ce que j'ai à leur dire. Je pense qu'ils ne seront absolument pas privés, ils ne se sentiront nullement frustrés de voir publier ces textes. J'ai d'ailleurs le souvenir que à Monterland et d'autres ont écrit de telles lettres et les ont publiées. Je pense que dans cet ordre-là, un écrivain ne doit pas garder sous le boisseau ce qui est destiné précisément à autrui. Et même ce qui ne serait destiné qu'à lui-même. Je suis le partisan du tout dire et du tout publier. Il n'y a pas de tabou. 22 janvier 2001, à l'heure où nous parlons, est-ce qu'un nouveau roman se prépare? Est-ce que vous avez déjà entamé un livre dont on pourra parler par la suite? En tout cas, pas un roman, parce que le roman comme tel, comme j'en ai écrit de très nombreux, je pense à L'Ogre, je pense à L'Ardent Royaume, je pense même à Judas le Transparent, dont la forme était assez audacieuse pour échapper à la définition du roman traditionnel, tout au moins. Le roman comme tel, je n'en ai pas envie en ce moment. J'ai envie de la fiction personnelle, autobiographique. Ce que mon ami Hector Bianciotti appelle, après les Américains du Sud, par exemple, l'autofiction. Les ficciones de Borges étaient des fictions très paradoxales parce qu'elles étaient à la fois vraies et pas vraies. Quand Bianciotti, qui est un lecteur de Borges, comme lui argentin, d'origine du moins, dit autofiction, il veut dire je dis la vérité sur moi, auto, c'est bien de moi qu'il s'agit, mais fictiones au pluriel, les fictions, n'est-ce pas, des récits presque imaginaires, tellement c'est moi et tellement je peux devenir un personnage de roman. Ça, ce type de littérature, quelle forme va-t-elle prendre? Est-ce que ça se lira comme un roman, comme une série de nouvelles? Ça se lira non pas comme un roman, parce que le roman établirait, je pense, une linéarité qui n'est pas dans l'ordre des différents sujets que je dois traiter à mon sujet, mais dans les sujets de mon sujet, je les verrais plutôt liés par une sorte de fil rouge qui est le récit de moi-même, et ce serait plus de l'ordre précisément du récit que du roman. Le récit faisant déjà appel, d'ailleurs, dans mon esprit, à quelque chose de véridique, alors que le roman se situe plutôt dans la zone imaginaire. Je pourrais dire un récit de moi-même. Est-ce que le fil rouge doit être chronologique ou est-ce que l'aide de la chronologie est importante pour vous ou au contraire, est-ce que vous allez plutôt choisir un ordre thématique? Je ne veux pas choisir d'ordre, ni chronologique, qui me lierait par trop justement à quelque chose comme à la suite romanesque que j'aimerais éviter. Et je ne voudrais pas non plus l'ordre, entre guillemets, thématique, parce que ça deviendrait trop systématique, ça deviendrait trop organisé. Je veux quelque chose de totalement libre. Je veux que celui qui est là à sa table, un peu comme dans la querencia du taureau dans l'arène. Vous savez que quand on lâche un taureau, quand on le sort du tauril pour le jeter en pleine lumière du sable et de la foule qui est l'arène, il se choisit un lieu immédiatement d'où il essaye de ne pas sortir pour affronter l'ennemi qu'il ne voit pas encore. Et lorsque l'ennemi surgit, c'est le toréador, le taureau essaye de ne pas sortir de cette querencia et même d'y revenir si on le fait sortir. Alors que tout l'art des picadors et du torero consiste à faire sortir le taureau de cette zone qui lui est propre, sa querencia, pour l'affaiblir. Alors,
moi, je considère que ma table, ou le lieu où je parle en ce moment, c'est ma querencia. Et alors, dans cette querencia viennent d'innombrables choses. Ça peut être un souvenir d'école à Payerne en 1940. Ça peut être un jour où je jouais aux gendarmes et aux voleurs ou à cache-cache dans une forêt entre Corcelles et Payerne avec des petits schnappants de mon âge. Ça peut être un souvenir de Fribourg, où j'ai vécu pour mon baccalauréat pendant 2 ans à peu près. Ça peut être un souvenir amoureux, plus récent. Ça peut être une lettre à un proche ou à mes fils. Ça peut être le souvenir de tel ami, de telle figure qui m'a profondément marqué. Ça peut être un rêve. Ça peut être une activité privilégiée dont j'ai envie de parler pour y voir clair et pour, comment dirais-je, approfondir un petit peu approfondir, oui, le sentiment que j'en ai. Ça tient beaucoup de la chronique. Vous savez, j'aime beaucoup écrire les chroniques que j'écris pour l'hebdo, par exemple. J'en donne une tous les 15 jours. Et ce rythme de la chronique me convient très bien. J'ai toujours aimé les chroniqueurs, ceux du Moyen-Âge, bien sûr. Mais parmi les chroniqueurs contemporains, ou modernes ou contemporains, j'ai énormément aimé les chroniques de Maupassant, par exemple. Je crois que je les ai toutes lues. Tout ce que Maupassant, journaliste, a fait est d'une telle qualité, très souvent égale à ses nouvelles les plus exigeantes. J'ai beaucoup aimé Ramu, chroniqueur. Il y a des chroniques de Ramu, dans le journal de Genève en particulier, ou dans la Gazette de Lausanne de l'époque, qui sont admirables. D'ailleurs, plusieurs des nouvelles de Ramu ont paru sous la forme de chroniques ou de morceaux dans des journaux, ou dans Aujourd'hui de Mermeau. On sait par exemple aujourd'hui que des livres comme Passage du poète, qu'on a souvent dit un poème en prose ou bien un roman, ne sont ni l'un ni l'autre. C'est un style complètement indéfinissable qui tient du roman de soi-même, d'une tentative de définition de la poésie et de la beauté sur la terre. Je reprends là un titre évidemment de Ramu lui-même. C'est aussi une réflexion picturale sur le caractère cubiste de Lavaux ou d'un certain paysage. Il y a là quelque chose qui tient aussi de la chronique. Et j'aimerais nommer parmi les chroniqueurs qui me plaisent tellement un homme comme Charles-Albert Saint-Griat, sur lequel j'ai écrit d'ailleurs. Charles-Albert, qui était un chroniqueur en toute chose. Même lorsqu'il nous raconte une histoire, il nous la raconte sous la forme d'une chronique. Et la chronique, curieusement, elle s'inscrit dans un temps donné, comme son nom le suppose, mais elle s'inscrit aussi dans le temps général. Chronique ne veut pas dire petite fraction du temps, veut dire qui appartient au temps. Mais ça peut être au temps immense, au temps d'une vie, pas seulement au temps de 15 jours en 15 jours, n'est-ce pas? C'est pourquoi je pense que je suis en train de songer à une espèce de chronique de moi-même. J'ai cité Bianciotti, je devrais citer Nourricier aussi. D'ailleurs, l'un et l'autre sont des amis et Nourricier a eu dans ma vie une influence importante puisque non seulement il a été l'un des premiers à parler de moi dans les journaux français, mais encore il est venu vivre en Suisse, on a beaucoup compagnonné, et c'est lui qui a apporté à Grasset le manuscrit de Carabas, qui est un de mes livres de chronique de moi-même précisément. Et alors, je dois dire que ces deux amis qui me frappent énormément par une certaine gémellité, ils sont jumeaux parce que l'un est argentin, devenu membre de l'Académie française, l'autre est un Français du Nord, devenu président de l'Académie Goncourt. Apparemment, tous les honneurs leur sont donnés, mais l'un et l'autre s'acharnent depuis des années et des années, avec justesse,
à écrire une sorte de chronique ininterrompue d'eux-mêmes, qui, moi, m'intéresse plus peut-être que n'importe quelle histoire magnifique, imaginaire, pleine de rebondissements, de sursauts, d'aventures diverses, mais qui me concerne au fond très peu. Je trouve plus, en ce moment du moins de mon existence, d'intérêt à aller voir qui sont en profondeur ceux des écrivains, des philosophes, des essayistes que je lis, plutôt que leurs imaginations diverses. Vous parlez de chroniques, et en particulier de chroniques écrites. Or, en ce moment même, nous vivons une chronique qui renoue avec la tradition orale. Oui. Vous faites votre chronique en ce moment. Oui, oui, tout à fait. La question que j'ai envie de vous poser maintenant, oui. c'est le sens que vous voyez dans ce que nous sommes en train de faire alors que nous sommes au milieu de notre exercice. Alors, j'allais vous le dire, et c'est tout à fait intéressant que vous posiez maintenant cette question, parce que les réflexions que j'ai faites sur cette chronique écrite de moi-même me sont devenues plus présentes, et ce n'est pas par hasard qu'elles ont été écrites cet hiver, après que nous avons commencé notre travail, parce que c'est certainement lié. Notre chronique orale a dû, à un certain moment, décrocher un certain nombre de points qui étaient restés suspendus, mais qui sont venus très à fleur, comme ça, et que j'ai pu décrocher parce qu'on avait beaucoup parlé, vous et moi, parce qu'on s'était mis dans le bain, parce que je racontais ma vie ici de manière tout à fait naturelle. Donc j'ai reproduit ce mouvement dans l'écriture dès que j'ai été à Ropra. Quel pont voyez-vous entre l'oral et l'écrit, sur le plan notamment cérébral? Est-ce que l'un influence l'autre, l'un dicte à l'autre? Pour moi, il n'y a pas un pont tellement large. Je me demande même si ce n'est pas quasiment le même exercice. Parce que j'ai été professeur de français, que j'ai beaucoup parlé aux élèves et que ça m'a permis de beaucoup écrire, entraîné par cette parole. Parce que j'écoute mes textes en moi en les écrivant. Parce que ma diction, qui est plutôt lente, est une diction littéraire. Je construis mes phrases comme si j'avais à les dicter, à les faire écrire ou à les écrire moi-même par la suite. Et quand j'écris, à peu près page par page, je ne peux pas dire exactement feuillet à feuillet ou page par page, mais selon des rythmes très réguliers, je relis à un tiers ou je me relis ce que j'ai écrit à haute voix. Donc j'ai toujours besoin de faire passer oralement ce que je viens d'écrire. Et je parle souvent, le populaire dit comme un livre, mais de manière assez écrite, si j'ose dire. Ce qui n'empêche pas que ce soit oralement audible. J'ai fait des conférences très nombreuses, j'ai eu des élèves, j'aime parler. Mais j'aime pas le parler désordonné. J'aime pas le parler bâclé. Comme je déteste les écritures bâclées, ou les tableaux bâclés, ou les photos bâclées, j'aime pas le discours bâclé. Il m'est insupportable parce qu'il aplatit de nouveau la langue, parce qu'il ne la respecte pas, il viole la syntaxe, il abîme les concordances des temps. J'admets très bien qu'on fasse tomber des négations, d'ailleurs. Elles sont littéraires, elles sont venues bien après qu'on a parlé français. La négation est moderne, et en tout cas récente dans l'histoire de la langue. Le ne. On ne disait pas, qui vient de passus, je ne fais pas un pas. Mais j'aime bien que l'on entende ce que je parle. Alors la frontière, elle n'est pas très visible en moi. Alors voilà pour un hiver, et puis voilà pour le point où nous en sommes. Mais j'aimerais faire quelques rectifications, ou une rectification en tout cas, sur une des choses que j'ai dû dire, je crois m'en souvenir,
à propos de la naissance de mon père, que j'ai fait naître à la Sarraz, alors qu'il est né à Branle-sur-Moudon en 1908, en juillet, le 1er juillet. Et c'est très jeune enfant qu'il a suivi évidemment sa famille à la Sarraz, où mon grand-père avait été nommé instituteur, et où mon père passera sa petite enfance et vivra avec ses sœurs et sa mère, son père, une enfance très heureuse jusqu'à l'arrivée au collège à l'âge de 11 ans, au collège classique à Lausanne, à la Riponne. J'ai dit tout à l'heure que mon père était né à Branle-sur-Moudon et que, petit enfant, sa famille était partie pour la Sarraz, où mon grand-père, Albert Chessé, a été instituteur. Lorsque je suis né en 1934 à Payerne, ce père, mon père, était professeur au collège et directeur des écoles de Payerne. À vrai dire, il a été nommé directeur peu de temps après ma naissance, mais petit enfant, je l'ai toujours connu directeur. Je pense que ça a un sens dans ma vie, être le fils du directeur. Ceci à Payerne, et ceci ensuite, quand j'étais moi-même élève au collège classique, fils du directeur du collège scientifique, le collège voisin, le collège rival. Être le fils du directeur, c'est-à-dire être le fils de quelqu'un qui dirige, qui domine, qui a les autres, d'une certaine façon, à sa disposition. Et ça ne m'en a pas donné de la fierté, ça m'en a donné au contraire quelque chose comme une espèce de réserve, parce que les autres me disaient, ça n'est pas parce que tu es le fils du directeur qu'il faut que tu crois, etc. Ou bien tu as beau être le fils du directeur, ou encore des allusions, quand on est le fils du directeur, on se doit de... C'était pas très facile. Le directeur, à cette époque-là du moins, comme le pasteur, comme le chef de la police ou tel grand responsable, syndic dans la commune, sont des gens qui attirent l'attention, qui polarisent, une espèce d'autorité à la fois pratique et latente. Être l'enfant du directeur n'est pas si simple. J'ai des souvenirs très précis et lourds de Payerne. Au fond, quand j'ai commencé à être conscient, c'était la montée de la guerre, puis la guerre. Et à Payerne, la guerre s'est ressentie de manière très profonde. Il était très obsédant d'être suisse, d'être un petit garçon suisse et de savoir la guerre en Europe autour de la Suisse qui encerclait cette petite patrie dont on nous parlait sans cesse, dans toutes les leçons à l'école. On parlait, on priait, on chantait. Il y avait des livres qui circulaient, Va, découvre ton pays, j'en ai déjà parlé. Il y avait des affiches dans les boulangeries, du pain sec n'est jamais dur, mais pas de pain, ça c'est dur. Des affiches que je vois clairement contre les murs, Pchut, qui ne sait se taire nuit à son pays. Il y avait l'obscurcissement. Je n'ai jamais, dans ma petite enfance et dans mon enfance, connu autre chose que des vitres couvertes de voiles bleues ou noires, parce qu'il ne fallait pas que les avions qui auraient risqué de survoler la Suisse puissent se repérer en voyant des villes allumées. Il y avait d'ailleurs la place d'Armes, pas très loin de chez nous, et elle a été bombardée par erreur. Il y a eu un certain nombre de drames. Bref, il y avait quelque chose qui couvait. Il y avait aussi la mobilisation. Mon père était mobilisé. Nos maîtres étaient mobilisés. Nous avions de jeunes remplaçants, babolants,
un peu hilar, un peu stupide, sans autorité. On savait que le prof, le maître, l'instituteur, mon père était au service militaire. On ne les revoyait que de 7 en 14. Et tout cela se sentait très fort, très très fort. La présence de l'armée y était incessante. Je me rappellerai toute ma vie une certaine nuit de 1939 où toute la nuit, des troupes ont passé devant la maison, refluant vers le nord de la Suisse, parce qu'on pensait que Hitler allait attaquer sur le front de Schaffhouse et qu'une levée complète des troupes d'élite avait été décidée et une migration vers le nord-ouest. Et toute la nuit, ma sœur et moi, nous sommes réveillés, nous sommes descendus au jardin, voir passer les soldats. C'était tout à fait impressionnant. Il y a eu les spahis. Vers 1940-41, je pense, nous voyions caracoler des spahis en uniforme. Les spahis qui étaient hébergés à Payerne, ils ont été hébergés ensuite à Avenches parce que les haras d'Avenches pouvaient mieux les accueillir. Et tout ça était assez impressionnant. Il y avait la radio, on l'écoutait relativement peu. Il y avait surtout les on-dit. Je peux dire que le mode Hitler était constamment dans toutes les bouches. Tout le monde parlait de Hitler, au point que c'était une espèce d'obsession. On savait d'ailleurs qu'il y avait à Payerne, ça se répétait, on l'entendait. Il y avait un groupuscule nazi qui ne se cachait pas. À midi, par exemple, lorsque nous sortions du collège primaire, dit le collège aux Biches, qui ne se cachait pas de ses opinions, ce groupuscule, puisqu'il appartenait à un garagiste d'avoir de nombreuses voitures. Ce garagiste faisait partie du clan nazi. Il avait équipé ses voitures de radio. Et à midi, lorsque Hitler parlait, ou lorsque Hitler prononçait un discours important, il ouvrait les vitres des voitures, il les faisait rouler dans Payerne, elles tournaient parfois en rond sur la place du marché, et on entendait Hitler hurler aux quatre vents de la place du marché et dans la rue, parce que Ichi, pour ne pas le nommer, Ichi, le garagiste Ichi et sa bande, faisaient vociférer Hitler. C'était très impressionnant. C'était d'autant plus impressionnant que dans la classe où j'étais, il y avait la fille du garagiste Ichi, une très jolie jeune fille qui était dans la même classe que moi. Il y avait aussi le fils du chef de la gendarmerie, le gendarme Berger, et il y avait le fils du président du tribunal, le juge Caprez, qui était Jean Caprez, qui est décédé aujourd'hui, il est mort en Afrique, qui était un de nos camarades de classe. Et évidemment, tout le monde parlait de Hitler, on chantait des chansons, du genre « Lorsque descend le crépuscule, Hitler avec ses bombardiers bombarde Londres sans pitié. Lorsque descend le crépuscule, Hitler avec ses bombardiers, accompagné de ses crapules, bombarde Londres sans pitié, etc. » On chantait ça à la récréation. Et on s'envoyait des pierres, on s'envoyait des cailloux, on se tapait dessus. Alors la fille Ichi, par exemple, elle était... Elle était dans la classe. Elle était dans la classe. Alors elle militait? Non, pas du tout. Pas du tout. Et vous allez voir la suite. En mai 1942, j'avais 8 ans, à peine 8 ans, à peine un peu plus de 8 ans. Il y a eu à Payerne un drame épouvantable. On a appris qu'un marchand de bétail juif, M. Paul Bloch, marchand bernois, avait disparu. Il était venu vendre du bétail à Payerne, comme à son ordinaire, et il n'était pas rentré chez lui. Au bout de 3 jours, les communiqués allaient leur train. La famille Bloch avait offert une récompense, à l'époque c'était énorme, de 500 francs à qui
pourrait donner des indications sur la disparition de M. Bloch. Une enquête avait commencé lorsque un gamin de la banlieue de Payerne a découvert dans une grotte de Verchez-Perrin les restes d'un cadavre. Une grotte préhistorique. Il a immédiatement averti ses parents, qui ont averti la gendarmerie. La gendarmerie a diligenté sur place un certain nombre de personnes, mais quand la gendarmerie est arrivée à la grotte désignée par ce gamin, le corps avait disparu. On s'est douté qu'il s'agissait du corps de M. Paul Bloch. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'un pêcheur de Chevroux a vu briller sous son bateau quelque chose. Il s'agissait d'un certain nombre de 3 ou 4 boies à lait. Il les a sorties de l'eau avec ses filets, il les a ouvertes, et, ô horreur, il a trouvé dans ces récipients, qu'on appelle dans le langage broyard, vaudois et même roman, des boies, il a découvert au fond de ces boies des restes humains. Un corps découpé en morceaux qui avait été répartis dans plusieurs récipients. Évidemment, la gendarmerie a découvert là les restes de Paul Bloch. Comme on savait qu'il était venu à Payerne et qu'il y avait un groupuscule nazi, on a arrêté les coupables. On a commencé par arrêter Ichy, le chef de la bande, le garagiste de la place du marché à Payerne, en face du collège où moi j'allais comme gamin. On l'a enfermé dans la tour administrative où mon propre père avait son bureau de directeur. On a groupé avec lui ses complices. Il y avait des micros derrière des tableaux qui ornaient la salle où on les avait parqués provisoirement. Ils se sont parlé, ils se sont donc dénoncés sans le vouloir les uns les autres. Toute la bande a été arrêtée très vite, enfermée et jugée en décembre ou à la fin de l'année, assez rapidement donc, et condamnée au maximum de la peine d'emprisonnement à Bochu. Quelle année? 1942. Donc le procès a eu lieu l'année même? Oui, oui, parce que c'était une affaire très importante et que c'était la guerre et il ne fallait pas traîner. Alors, ce qui était particulièrement important pour un gamin de 8 ans, que j'étais à cette époque-là, c'était la collusion de ce crime, de la guerre, de Hitler, et puis des personnes du drame que je connaissais toutes. Par exemple, quand on a su que Ichy était l'un des responsables de ce crime et le chef du gang hitlérien, mon propre père, directeur des écoles, a passé dans les classes et est venu en particulier dans la nôtre pour demander aux élèves d'être décents et de ne pas raconter n'importe quoi à ce sujet et d'avoir du respect les uns pour les autres. Il était donc particulièrement impressionnant pour un gamin de voir entrer son propre père venir demander ces choses-là dans une classe où il y avait la fille de l'assassin, le fils du juge qui présidera le tribunal au mois de décembre et le fils du gendarme qui a arrêté Ichy lui-même. Il s'est trouvé que j'ai assisté, figurez-vous, à l'arrestation. Elle a eu lieu à midi, un jour que nous sortions de l'école. Le gendarme Berger s'est approché de Ichy et lui a dit, une cigarette au bec, « À propos Ichy, tu n'aurais pas, ou vous n'auriez pas, du feu, j'ai pas d'allumette. » Et Ichy a pris une allumette, a allumé la cigarette du gendarme. Au moment où il a eu la main comme ça, on lui a passé les menottes. Et j'étais curieusement là avec un groupe de gamins qui sortaient et qui a assisté à la scène. C'est tout à fait impressionnant pour un gosse. Surtout dans ce contexte
extraordinairement pesant, où d'un côté, mais très très loin, il y a des Anglais qui essayent de défendre une île dont on n'a aucune idée parce qu'on n'a pas la télévision, on ne voit rien, on n'a que l'illustré pour... Et puis un petit peu l'illustration qu'on nous prête par le cercle de la Reine Berthe. Et puis, on a l'Allemagne qui est tellement proche. Et Payerne, c'est une ville, Peterlingen, qui est déjà très avancée en direction de la Suisse alémanique. Je vous rappelle que Payerne, c'est la première ville qui a été occupée par les Bernois en 1536. Quand les Bernois sont arrivés, ils ont commencé par s'installer à Payerne. Ils ont conquis Payerne, n'est-ce pas, les hallebardiers de la Réforme. Peterlingen est très avancé en direction de la frontière. Alors, c'était très impressionnant pour un gosse de 8 ans d'être dans ce contexte. Ensuite, il y avait tout ce que nous avons appris, le corps découvert par un gamin de notre âge, enfoui sous de la poussière, millénaire, dans une grotte préhistorique à Verchez-Perrin, où on allait, nous, faire des pique-niques et garder les vaches. Ensuite, le même corps, un gros homme, coupé en morceaux à la scie et à la hache, puis mis dans des boys, dans un endroit où on allait se baigner. On allait à vélo à Chevroux pour faire trempette. Et découpé par qui? Coupé en morceaux par qui? Par les frères Marmier, 2 paysans de Verchez-Perrin, qui venaient au marché vendre leurs salades, leurs poulets, leurs pommes de terre. Et ma mère et moi, ma sœur et moi, ma mère et moi, on allait acheter aux frères Marmier les légumes pour le pot-au-feu. On les connaissait, ils faisaient partie du gang. Et qui était, on l'apprenait au fur et à mesure, qui était celui qui avait donné le coup de barre de fer sur la tête du malheureux Bloch? C'était l'apprenti du garage que nous connaissions et qui servait l'essence dans le réservoir d'essence de la Ford de mon père. Un gamin de 18 ans, il s'appelait Valoton. C'est très étrange tout ça. C'est très étrange pour un gamin de 8 ans. Et je vous rappelle qu'en 1942, Stalingrad n'avait pas eu lieu. L'armée soviétique n'avait pas pu encore battre les hordes de Hitler. Donc Hitler était gagnant. Donc au procès, Vichy a eu beau jeu d'arrogance de dire oh, « Vous me condamnez aujourd'hui, mais dans moins de 2 ans, je serai le chef de la Kommandantur ici, et c'est vous qui passerez au peloton d'exécution. » Parce que, à ce moment-là de 1942, les Alliés n'avaient pas encore pris le dessus. Stalingrad n'avait pas eu lieu. Et les Américains n'étaient pas encore entrés dans la dose. Donc, vous voyez que nous étions au fond d'un puits. Et les gosses s'en rendaient compte, du moins je me rendais compte, j'imagine qu'il y a dans la tête d'un enfant de cet âge un certain nombre de ramifications très très vibratiles qui captent ces ondes noires, qui captent ces ondes obscures. Alors, je ne me fais pas de cinéma en me racontant ces choses. Je les dis telles qu'elles ont eu lieu. Imaginez dans la même classe le fils du juge, le fils du chef du poste de gendarmerie, la fille d'un des grands responsables, sinon du responsable, et puis le fils du directeur des écoles, qui a eu son père dans la classe, venu demander le silos et la désosse à l'endroit des protagonistes. C'est très étrange. On sait que le nazisme faisait une propagande très active au-delà de ses frontières et qu'en particulier, la propagande nazie était efficace en Suisse. Est-ce que vous avez pu retracer l'origine de ce groupuscule? Est-ce que c'était une sympathie spontanée ou est-ce qu'elle avait été véritablement fomentée à partir de l'Allemagne elle-même? Je pense qu'il y avait eu les deux. Je pense qu'il y avait des tempéraments déçus
d'hommes qui n'avaient pas trouvé leur plénitude, d'une certaine façon des ratés, ou des naïfs, qui avaient été endoctrinés par la propagande, dont un certain nombre de responsables ont été connus et jugés en même temps que les assassins eux-mêmes. J'ai répugnance à dire son nom, mais aujourd'hui il est mort, Dieu ait son âme, le pasteur Lugrin, un pasteur de l'Église nationale évangélique réformée du canton de Vaud, a été condamné pour propagande nazie et il a été reconnu comme l'un des co-responsables de ce crime et généralement d'un certain nombre de graves influences de cet ordre-là, parce qu'il était à l'origine précisément de cette propagande. Alors il faut compter aussi que l'ambassade d'Allemagne était extrêmement active. Ça, ce sera l'affaire des historiens et pas celle évidemment du simple chroniqueur que je suis. Là, je raconte mon enfance et non pas un fait de vérité historique. C'est vrai ce que je dis. Mais pour la vérité historique, il faudrait faire maintenant toute la part de la propagande de l'ambassade d'Allemagne. Il faudrait voir qu'une partie de notre armée a été gravement contaminée au niveau supérieur. Il y avait des officiers suisses alémaniques qui n'étaient pas loin de penser, pas très loin de l'Axe. On sait aussi qu'autour de Gisors et jusqu'à Pilegola, il y a eu quand même des sympathies à l'endroit de l'Allemagne assez marquées. Maintenant, cela appartient à l'histoire. Mais maintenant, pour moi, je dirais que cette histoire n'a pas cessé de me hanter, parce qu'elle représente ce qui a toujours été pour moi le fond du malheur d'être un enfant, c'est qu'on nous cache quelque part un secret. Le drame de l'enfance, je t'en ai déjà parlé, et je vous en ai parlé déjà à tous, c'est que l'enfant a le sentiment qu'on lui oppose une espèce de résistance. Il ne sait pas ce qu'on lui cache. Souvent, on ne lui cache rien, mais lui, il a le sentiment d'un secret qui lui échappe. En tout cas, c'était mon cas. Et alors, cette horrible histoire m'a fait voir que, oui, on nous cachait quelque chose. Outre le fait que mon père nous cachait un certain nombre de choses, puisque mon père avait une double vie, mon père était un aventurier amoureux, une sorte de Don Juan qui multipliait les conquêtes, il brisait des cœurs, il brisait parfois des destinées, il brisait des ménages, comme l'on dit. Il avait une vie houleuse, on ne le savait pas, je devais sans doute le sentir. Enfin, on ne le savait pas, moi je ne le savais pas. Il y avait donc toute une espèce de mystère comme ça, opaque, douloureux, dont un pan crevait et le mystère apparaissait. Et le mystère, c'était quoi? C'était un assassinat et la mort d'un juif. Or, j'étais, moi, comme petit enfant, complètement fasciné par l'histoire biblique. J'aimais les juifs. Nous avions un voisin juif, M. Blatt, directeur des Galeries Vaudoises, qui était notre voisin carrément mitoyen. Nous l'aimions beaucoup. Je jouais avec ses enfants. On savait qu'il était assez détaché de la pratique de la religion, mais il avait des parents qui allaient à la synagogue. Il n'y avait pas de synagogue à Payerne, mais il y en avait dans la région. Il y avait la communauté d'Avanches qui était très, très active, les Lévis d'Avanches, les marchands de chevaux, la famille de notre ami le photographe Yvan Dalin. Il y avait la communauté importante d'Avanches, mais il y avait aussi la communauté juive de Berne. Et alors, tout cela créait quelque chose comme un épouvantable malaise, mais au sens propre du terme, un malaise, quelque chose qui empêchait le bonheur, qui pesait. Et ça a été confirmé d'ailleurs par la suite, puisque lorsqu'on a fait le procès
On a découvert évidemment les carnets, les papiers, les notes de ce groupuscule. Et il y avait des listes de citoyens qu'il fallait abattre. Il fallait abattre un certain nombre de personnes dans Payerne. Par exemple, sur les listes, il fallait abattre les personnes qui animaient le cercle démocratique, le cercle de la Reine Berthe. Dans le cercle démocratique, qui existe encore à Payerne, qui était très actif, comme dans les villes de moyenne importance ou dans les bourgs, il y a des cercles où on fait de la musique, on donne des pièces de théâtre, on est abonné aux journaux, il y a des débats, des jeux, il y a un billard, etc. Mon père était le président du cercle de la Reine Berthe, il était un très, très bon animateur. Eh bien, il était sur la liste des gens qu'il fallait descendre après M. Blatt, dont je viens de parler. Donc c'était M. Bloch, le marchand de bétail de Berne, pour faire un exemple, disait-il. On va faire un exemple, on va tuer un juif. Et puis comme ça, l'ambassade de Berne, l'ambassade d'Allemagne de Berne, nous signalera au Führer. Et il faisait le salut au Führer dans le tribunal de Payerne. Heil! Derrière les lions burgondes de la porte d'entrée au tribunal. C'est fascinant comme image, n'est-ce pas? C'est inimaginable aujourd'hui. Et tout ça nous était rapporté à table, à midi, parce que mon père assistait aux audiences. Alors il nous racontait, lui qui avait prôné le silence. Eh bien, c'était très étrange. Et nous continuions à aller à l'école avec la petite Marlène Nichy, avec le gendarme Berger, le fils du gendarme Berger, et avec Jean Caprez. Alors, j'aimerais que vous me racontiez ce qui s'est passé dans vos contacts avec ses camarades, en particulier la petite Marlène Nichy. Par la suite, comment a-t-elle vécu cela et qu'est-elle Alors, devenue? écoutez, ça, je ne peux pas entrer là. Si vous me permettez, cette affaire appartient à leur vie, à elle. Je la salue encore aujourd'hui quand je la rencontre moins. Je sais qu'elle habite Lausanne. J'ai eu des contacts plus fréquents avec sa sœur, que j'ai gardé comme relation, comme amie, jusqu'à ces dernières années. Encore l'an dernier, nous nous sommes téléphonés longuement à propos de ces événements, donc la sœur cadette de Marlène, qui m'a parlé de la fin de son père, de son retour de Bochu, de ses camarades de captivité, des comparses. Je n'ai pas eu de toutes récentes nouvelles, mais il y a moins d'une année encore, nous nous téléphonions. Jean Caprez est décédé d'un cancer très rapide, dû, m'a-t-on dit, à une maladie tropicale mal soignée, je n'en sais rien, en Afrique. Et j'ai rencontré une seule fois le camarade Berger, qui m'a dit « Tu te souviens, j'étais le fils du gendarme, mais je ne l'ai plus revu depuis. » Mais il me gêne un peu de raconter la vie de ces deux jeunes femmes. Je sais qu'elle a été difficile. Ça risquerait, je pense, de peser encore davantage sur elle. Si j'en juge, parce que ça a pesé sur moi, qui n'était pas, et de loin, le fils de l'assassin. Ce que je sais, c'est que ça a été pour moi un tournant dans mon enfance. Il y a eu là quelque chose qui m'a révélé l'horreur du meurtre, la présence encore plus forte que je ne l'imaginais de la mort toujours possible, de l'injustice aussi, et puis que vraiment on nous cachait des choses. Il y avait un personnage qui s'appelait Pache, que vous n'avez pas cité. Qui était-il, ce Pache? Je crois qu'il a joué un rôle de comparse dans cette affaire, mais je ne l'ai pas connu. Je le reconnaîtrais. Je crois qu'il est mort aujourd'hui. En tout cas, je n'ai plus entendu parler. Je ne sais pas. En tout cas, il vivait il y a quelques années. Mais il m'est arrivé de l'apercevoir. On le surnommait Pachinet ou Pachounet. Oui, il a travaillé comme manœuvre ou quelque chose comme ça à 24 heures, si je ne me trompe pas. Laveur de vitres, exactement. Ou laveur de vitres. Mm-hmm. Mais je ne le fréquentais pas et je ne l'ai pas revu.
Vous ne savez pas quel rôle il a joué Non. du tout dans cette affaire. Donc Par contre, un jour, ça devait être en 1964, je me promenais en ville. Oui, c'était pendant l'exposition nationale. Je me promenais dans la cité avec maître André Manuel quand nous avons longé la terrasse du café du Vieux-Lausanne à la cité. Et brusquement, Manuel m'arrête et me dit « Regardez, à cette table, tout seul qui boit là-bas du vin blanc, habillé en noir, très solennel. » « Oui, lui dis-je. » Il me dit « Vous le reconnaissez, n'est-ce pas ?» En effet, cette figure me rappelait quelque chose. Et Manuel me dit « Eh bien, c'est le pasteur Lugrin. » Et nous sommes restés interdits, André Manuel et moi, devant cette apparition. Car c'était devenu, dans nos conversations, lorsqu'on parlait du crime de Payerne, une espèce de figure noire, mythique. Et j'ai dit à Manuel, je ne peux pas passer devant lui sans m'approcher. Il faut que je le voie. Et nous nous sommes assis à une table libre à côté de la sienne. C'était l'été, la terrasse était ouverte. Il était très très sombre, complètement solitaire. Et puis au bout d'un moment, il a vu qu'on le regardait. Alors il nous a regardés aussi. Et puis, je pense que le vin aidant, à cette époque, je buvais du vin. Nous avons dû lui dire quelque chose comme « Monsieur le pasteur Lugrin, sans doute ». Et il a dit oui, et il nous a fait signe de nous asseoir, Manuel et moi, à sa table. Ce que nous avons fait. Et pendant 1 heure à peu près, nous avons parlé avec cet homme qui savait très bien que s'il nous fascinait, c'était à cause de sa condamnation, de ses idées et du rôle qu'il avait joué pendant la guerre. Nous n'avons pas abordé le crime de Payerne. Nous avons parlé de choses et d'autres, mais avec cet extraordinaire poids dans la conversation. Vous savez que je sais, et nous savons que vous savez que, etc. C'était très très lourd et très très étonnant. Il avait fait de la prison, lui. Oui. Combien de temps, à peu près? Une 20aine d'années, en tout cas. Il vous donnait l'impression d'être un repenti ou est-ce Non. que... Non. Et ces nazis, de manière générale, vous avez parlé de Vichy. Est-ce qu'Vichy a fini repenti ou est-ce qu'il est mort nazi? Ou disons, en portant il est ses mort idées. détaché. Il est mort détaché parce que la guerre était partie, parce que la guerre était finie, parce que sa vie était ratée, parce qu'il n'y avait plus rien à espérer. Mais il n'était pas repenti, j'en suis sûr. Troisième partie de la rencontre avec Jacques Chessé de ce lundi 22 janvier 2001. L'affaire de Payerne, elle n'est pas oubliée aujourd'hui. Si l'on songe à toutes ces familles qui se côtoyaient, vous citiez tout à l'heure les amis d'école qui étaient tous liés d'une manière ou d'une autre à ce crime, ou en tout cas qui avaient des liens d'amitié les uns avec les autres. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut en dire? D'abord, j'aimerais que l'on se replonge dans le climat de l'époque. Lorsque nous, enfants, devions nous rendre en ville à Lausanne, trouver nos grands-parents Chessé, par exemple, ou pour moi, aller suivre un traitement dentaire, il fallait compter 2 heures de train. On changeait la locomotive à Palaisieux. Le train allait très très lentement. Et lorsqu'on débouchait du fameux tunnel de Chèvres, on avait l'impression d'entrer dans un autre pays. Ce n'était plus la broie et l'enfermement, le couvercle dans lequel nous vivions notre vie quotidienne, mais brusquement on débouchait dans une lumière qui nous paraissait comme déjà une espèce de Méditerranée. C'est comme si nous étions déjà curieusement
en Italie ou en Afrique. Il faudrait se replonger dans la lenteur de la vie de l'époque. Le téléphone, on l'usait très peu. La radio, on l'écoutait relativement peu. Il n'y avait évidemment pas de cinéma, sinon une séance de temps en temps dans l'un des deux cinémas de Payerne, mais on y allait de temps en temps avec l'école voir un film documentaire. C'est vraiment tout. De voyage, il n'était pas question, puisque la Suisse était complètement encerclée, l'armée était partout. J'ai dit que les slogans politiques et moraux étaient dans les vitrines, étaient sur les murs, étaient partout. Les chants patriotiques avaient remplacé tout autre chant, parfois des chants satiriques comme celui que j'ai essayé d'entonner sur Hitler et ses bombardiers. À part ça, il n'y avait pas grand-chose, qu'une espèce de crainte latente et de temps en temps avouée d'être envahi par qui? Par Hitler. Donc, le couvercle et la crainte. D'Europe, il n'était pas question. On parlait de temps en temps de certaines peuplades ou populations, martyrs, comme la Pologne. Mais la France, elle était occupée. Nous, on nous faisait suivre des leçons de solfège chez un notaire auprès d'une demoiselle française qui serait morte de faim, nous disait-on, si elle n'avait pas eu ces leçons, parce qu'elle était réfugiée. On nous montrait chez ce notaire et chez quelques autres des petits Français, généralement galeux ou couverts de poux, parce qu'ils étaient réfugiés. On nous montrait des réfugiés. Des camps de concentration, pas question du tout. Mais d'une Europe à feu et à sang, oui, tout le temps, et surtout de Hitler qui allait devenir le maître de cette Europe et peut-être le maître du monde. Alors, il faut se replacer dans cette circonstance totalement close, totalement enfermée. Et puis, il faut se rappeler la lenteur. Il faut se rappeler aussi qu'on vivait à cette époque dans ce gros bourg, comme on vivait à Yonville, dans Madame Bovary, chez Flaubert. Il n'y avait pas de modernité. Devant les cafés, ça sentait très très fort le vin, parce que les tonneaux étaient dans la cave, et que par le soupirail de la cave montait une odeur de vin et même de vinasse exceptionnelle. Les odeurs étaient extrêmement présentes. Il y avait encore des rues à Payerne qui étaient des rues où il y avait des fumiers, et où il y avait au milieu de la rue une rigole de purin. Oh, il y avait des poules et des cochons dans la rue. Il y avait le marché, où on faisait le marché sur la place du marché, le long de l'abbatiale, exactement comme on faisait le marché en 1860, au temps de Madame Bovary. Quand mon père a fait installer l'électricité dans certaines classes du collège, lorsqu'il a été nommé directeur, il a eu un blâme de la municipalité, parce qu'il coûtait trop cher à la commune, pour installer tout simplement l'électricité dans toutes les classes du collège. Il y avait une ampoule au-dessus du pupitre du maître, au collège. C'est tout à fait étrange. Le petit musée de Payerne, qui nous frappait tellement quand on était gosse, était tellement petit que pour faire passer la tête d'une girafe à l'étage supérieur, il avait fallu scier une énorme rondelle de plafond afin que l'animal qui était au premier étage ait la tête encore visible au deuxième. C'est dire l'exiguïté des lieux. L'abbatiale de Payerne, aujourd'hui monument historique, c'était un monument fermé. Les cultes avaient lieu au temple, à côté. Temple construit par les Bernois au XVIe siècle. Un temple baroque d'ailleurs, très beau, avec des orgues magnifiques. Et c'est là qu'il y a un signe en laiton doré qui m'a toujours fasciné toute mon enfance, un signe qui se perce le cœur et le ventre. Il y a encore du sang rouge sur l'or pour donner naissance, pour donner à manger à ses enfants. C'est un pélican, pardon, ça n'est pas un cygne, c'est un pélican qui se torture lui-même pour faire manger ses petits. Mais dans l'abbatiale qui était fermée,
C'était une prison. C'était la prison de Payerne, l'abbatiale, figurez-vous. La tour Saint-Michel, qui est aujourd'hui si belle au-dessus du narthex, qu'on a d'ailleurs dégypsé, qu'on a nettoyé seulement en 1955, le narthex. Eh bien, la tour Saint-Michel, c'était la prison communale. Dans la part en bas de l'abbatiale, donc au rez-de-chaussée de l'abbatiale, dans la nef, nous, on faisait la gymnastique. C'était notre salle de gymnastique. Et à l'étage, c'était un dortoir pour la troupe. Donc, c'est vous dire que nous étions dans un temps tout à fait enfermé. Aujourd'hui, les gens qui se rendent à Payerne par l'autoroute, c'est à peine 25 minutes de Lausanne. On va à Payerne, il y a Le Corbusier exposé dans l'abbatiale, il y a des cérémonies, il y a des cultes solennels, c'est magnifique, la ville est ouverte. C'était une ville flaubertienne, enfermée, pire que Yonville en Normandie en 1860. C'est dire aussi que notre enfance n'était pas de ce siècle. Moi, j'ai eu l'impression que je vivais mon enfance au XIXe siècle, comme si tout cela avait eu lieu dans une autre ère. J'ai eu le sentiment très fort en 1945, peut-être aussi parce que nous venions de nous installer à Lausanne, que mon père était le directeur d'un grand collège, que nous étions près du lac, mais en 1945, que nous changions de monde. On a vu arriver les soldats américains, on a changé d'habit, le jazz est entré dans nos vies, les fenêtres se sont ouvertes, les communications ont changé, on a pu commencer à voyager, mes parents nous ont emmenés à Rome, on est allé à Paris, on est allé de l'autre côté de la frontière, du côté de l'Allemagne. On n'a plus eu le sentiment ainsi d'être dans un pays qui était clos au milieu d'une Europe tenue par Hitler. C'est très étrange, il faut avoir vécu cela comme enfant pour s'en rendre compte de manière à la fois sourde et pointue. Lorsque le procès a eu lieu en décembre 1942, évidemment, on n'a parlé que de cela dans Payerne. D'abord, les gens assistaient aux audiences. La presse parlait. Là, on a écouté la radio. Le juge habitait Payerne, le juge Caprez. On dit qu'il a été l'objet de menaces extrêmement précises de la part d'autres groupuscules nazis en Europe, et sans doute commandité par l'ambassade d'Allemagne à Berne, qui était, je l'ai déjà dit, très active, c'est certain. Il a été évidemment hautement protégé. La police de sûreté et la troupe ont protégé le tribunal. Et puis le verdict est tombé. Et ça a été évidemment, comme toujours dans les petites villes, apparemment une chape de plomb, un silence très lourd, et puis les conversations qui allaient bon train. Lorsque j'ai publié en 1967, chez Bertil Galland, au Cahier de la naissance vaudoise, dirigé par Bertil Galland, lorsque j'ai publié Reste avec nous, un des chapitres centraux de Reste avec nous est intitulé Un crime en 1942. C'était donc en 1967, 25 ans après le crime. Mon livre a paru, précédé d'une publication des bonnes feuilles de ce crime dans la Gazette littéraire de Franck Jotron. La Gazette a paru le samedi et le lundi, mon livre était dans toutes les librairies. J'habitais à l'époque une maison ancienne, dans ma famille, un peu restaurée par ma mère, à Riamont 17. Un soir, vers 9h, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert et je me suis trouvé en face de deux figures que je reconnaissais immédiatement. C'était le frère de Ishi, l'assassin,
et son neveu. Le frère était devenu garagiste à Lausanne après avoir été policier. Il avait démissionné de son poste à la police après l'affaire du crime. Il était difficile à Oishi de rester dans la police après cette affaire. Alors il est devenu garagiste comme celui qui avait assassiné Bloch, et c'était le garage de l'Ours à la place de l'Ours à l'école normale, donc à Lausanne. Et son fils était également maître d'auto-école ou quelque chose comme ça. Et ces deux messieurs venaient me faire de véhéments reproches, et l'ancien policier, devenu garagiste, me dit « Et puis on vient d'ailleurs vous casser la gueule ». Alors je dis à ces deux messieurs que ça sera très très difficile de m'intimider, que je ne suis pas quelqu'un qu'on intimide de cette façon, et que casser la gueule pour casser la gueule, on ne sait pas laquelle sera cassée, etc. Et je referme ma porte. Ils sonnent une deuxième fois et disent « Vous avez exagéré, vous n'auriez jamais dû nous fermer la porte au nez, nous allons vraiment vous casser la gueule. Vous avez dénoncé notre frère. » À quoi je lui dis « Écoutez, je n'ai dénoncé absolument personne, il y a eu un procès public, c'est une affaire d'histoire. » 25 ans après, ces deux messieurs étaient irréductibles. Ils n'étaient pas nazis, ni l'un ni l'autre, mais ils m'interdisaient de parler du crime de Payerne en 1942. C'est tout à fait étrange. Et un jour que je faisais une conférence à Payerne, suivie d'une signature d'un de mes livres, un ancien boulanger, disons journaliste, un certain monsieur Pache, vient violemment m'apostropher et me dit « C'est vous, le salaud qui avez parlé du crime de Payerne en 1942 ? Est-ce que vous n'avez pas honte de déterrer des choses pareilles dans une cité paisible ? Vous voulez ranimer des rancœurs, vous voulez ranimer un drame que nous avons tout fait pour oublier ?» Bref, on n'avait plus le droit d'en parler. Il est tout à fait étrange de constater qu'il y a eu une espèce de blackout, n'est-ce pas? Celui qui en parle, c'est comme s'il était celui qui allait mentir sur la place publique, qui allait proclamer des choses abominables et qui encourait, au lieu des vrais responsables, la vindicte publique. J'étais celui par qui le crime avait lieu une deuxième fois. C'est tout de même un comble d'imaginer que cette ville n'a jamais voulu reconnaître ce qui s'était passé dans son sein dans cette année-là. Je trouve cela particulièrement intéressant parce que c'est cette négation de l'explicite qui a favorisé le crime, et c'est cette négation de l'explicite qui, je crois, est une des grandes plaies contre l'esprit d'ouverture, contre la tolérance, contre la fondation d'une Europe véritablement et nécessairement neuve, et non pas nouvelle, comme dit la propagande d'extrême droite. Je crois qu'il y a là quelque chose de très symptomatique et quelque chose à quoi nous devons être attentifs. Comment s'est finie la malheureuse visite du frère Ishii? Alors quand ces gens ont vu que je n'étais pas quelqu'un qu'on intimidait facilement, et que tout de même c'était des gens qui avaient une certaine connaissance des choses, des êtres, qui savaient qui était mon père, qui j'étais. Ils avaient rencontré mon père à maintes reprises. De plus, puisque j'étais à cette époque-là maître au collège de Béthusie, je rencontrais ces gens carrément très souvent, presque tous les jours sur ma route. Mon bus s'arrêtait à côté de leur garage et je passais tout naturellement devant chez eux pour me rendre au collège. N'est-ce pas? Donc ces gens croyaient m'intimider, venaient faire une espèce de visite comme ça, théâtrale, un peu à la Corse, n'est-ce pas? Une visite de vendetta, comme s'il fallait me régler mon compte parce que j'attaquais la mémoire de leur frère, qui était de mémoire publique. C'est ce que je leur ai dit d'ailleurs. Comme je suis quelqu'un de bonne compagnie, je leur ai dit, écoutez, maintenant, après les menaces, après les cris, je vous comprends, je ne vous donne pas raison, mais asseyez-vous.
Et puis, comme toujours, entre gens quand même de compagnie heureuse et élégante, eh bien, j'ai fait une tasse de café et puis on a évoqué Payerne, des connaissances communes et puis ils sont partis. Ils sont tous les deux morts aujourd'hui. Euh, Ishi, le maître d'auto-école et garagiste de la place de l'Ours, est décédé il y a déjà 5 ou 6 ans. Et hélas, pour lui, son fils Pierre est mort d'un cancer il y a 2 ans. Il habitait d'ailleurs la région au haut des escaliers, là, les escaliers Hollard, je crois, ça s'appelle, qui donnent directement sur la piscine de Montrepeau, depuis le haut de la rue de Marteret. C'était des gens d'ailleurs respectables. Et je comprends que la souffrance de la honte et en même temps sans doute une profonde commisération pour leurs frères et pour leur oncle les ait conduits à ce genre de visite. Je le comprends parfaitement. Mais si j'en parle, ce n'est pas pour me plaindre de ces gens, c'est pour montrer quelle virulence il y avait encore dans les esprits et dans les corps, sans doute, 25 ans après. Vous disiez la volonté de Payerne d'oublier. Est-ce que la Payerne officielle, la Payerne des autorités politiques, a récemment changé? Est-ce qu'elle a réhabilité je dirais, l'historique? Non. Non, c'est un sujet, à ma connaissance tout au moins, c'est un sujet que l'on tait, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Il faut s'appeler Chessé pour oser parler de ces choses, mais on le reconnaît bien là, c'est bien lui, n'est-ce pas? Quelqu'un par qui le malheur arrive. On ne doit pas remuer ces cendres-là. Or, ce sont des cendres, d'une part très lourdes, mais j'allais le dire parce que ça a été mon métier, ce sont des cendres très enseignantes. On n'a pas le droit d'oublier ces cendres-là, parce que ça peut ressurgir tout le temps, des histoires de cet ordre. Quand la fille cadette de Ishi m'a raconté les détails du crime, que je ne connaissais pas, comment son père a appuyé le canon d'un revolver sur la tempe du jeune apprenti en disant « Si tu ne donnes pas le coup de barre de métal sur la tête de Bloch, je te tire dans la tempe. » On peut imaginer les 2 frères Marmier, Ishi et son apprenti, n'est-ce pas, pendant que le juif est là, effaré, hébété, transpirant d'horreur, enfin, hein, avec le canon d'un pistolet sur la tempe d'un gamin, et maintenant tu tapes. C'est quelque chose de tout à fait inquiétant. Un homme qui est venu vendre du bétail rue des Granges comme il le faisait une fois par semaine. Est-ce que cet élément-là, par exemple, est arrivé dans le procès? Certainement, mais ça n'a pas été rendu public, cela. On n'a pas su les détails. Ce qu'on voit, ce qui m'a frappé, moi, un jour que je suis rôdeur de nature, j'ai voulu, quand j'ai su que les frères Marmier étaient sortis de Bochu, je suis allé un jour au marché à Payerne, ça a lieu le jeudi. Et puis je les ai vus derrière leur corbeille d'épinards. Puis j'ai acheté des épinards et je voyais les grosses mains veineuses de l'homme qui prenait les épinards et puis qui les mettait dans un papier. Il y en a assez, ça veut aller. Et puis j'emportais mes épinards pour 3 francs 90, n'est-ce pas? Et je voyais ces grosses mains avec ces gros ongles et je me disais, c'est ces mains qui ont scié le corps du juif Bloch pour le mettre dans les boyes à Chevroux. Et quand j'entends la voix de je dis toujours cette jeune femme, elle a mon âge ou presque, qui me raconte ces détails au téléphone et qui me raconte ses visites à Bochu avec son petit frère et sa sœur aînée, je revis ces événements avec une espèce de passion, de sympathie qui est presque insupportable. Mais je ne veux pas qu'on y voit en moi quelque chose de morbide. Je n'ai rien de morbide à cet endroit. Simplement, je l'ai vécu comme enfant et je veux en avoir le cœur net.
C'est pourquoi je suis retourné si souvent seul et incognito sur les lieux. Combien de fois je suis allé là-bas revoir. Un jour, un matin, j'ai dit à mon épouse de l'époque, viens, c'était un dimanche matin, on va à Payerne. Qu'est-ce qu'on va faire à Payerne? J'ai dit, écoute, il faut absolument que je revoie la seconde maison que nous avons habitée. Avant d'habiter la route de Corcelles, nous avons habité la Charmille, sur la route d'Yverdon, près d'un immense étang qu'on appelait l'étang d'Age, près du cimetière aussi, un endroit plat, c'est déjà la plaine où on cultive le tabac. Et il y avait là une vieille maison avec des oreilles, des haies, un bûcher où j'avais très peur d'une fouine. Et j'ai dit à cette jeune femme, laisse la voiture, moi je vais aller sonner à la porte du rez-de-chaussée pour voir si je reconnaîtrais les lieux. Je m'étais dessiné l'appartement, les lieux, et puis j'avais sur une feuille de papier, avant d'arriver, fait le plan pour montrer à cette jeune femme comment c'était. Mais nous avons quitté l'endroit, j'avais 4 ans. Et j'ai sonné à la porte, et puis on a mis un certain temps à venir, c'était un dimanche matin, à-t-on aidé, vers 10h30. Mais une dame très aimable a répondu et m'a dit « Ah, mais je vous reconnais, vous êtes Jacques Chessé, l'écrivain. Vous avez eu le prix Goncourt. » Oui, ça facilite les choses parfois, le prix Goncourt. Et puis je lui ai dit « Écoutez, madame, lorsqu'on était très très jeunes, ma petite sœur et moi, on a habité cette maison qu'on a quittée au début de 1939. Est-ce que vous me permettriez de revoir les lieux ?» Ben oui, pourquoi pas. Et cette dame a eu la gentillesse de me laisser aller et venir un moment dans la maison. J'ai retrouvé tout. Et après, j'ai sorti ce papier de ma poche et j'ai dit à cette dame, vous voyez, il y a 1 heure, j'ai dessiné l'appartement. Vous voyez, il est comme je l'avais laissé, si je puis dire. C'était stupéfiant. Il y avait tout. Il y avait le petit balcon qui donnait sur un grand pré devant. Il y avait le salon qui donnait sur les champs. Il y avait une entrée assez obscure où je n'étais pas très rassuré. Il y avait ma petite chambre à côté de la salle de bain, qui avait une odeur très particulière, la salle de bain. Et la petite chambre, elle donnait sur le bûcher où il y avait la fouine. Donc on n'osait pas ouvrir la fenêtre parce qu'on craignait que la fouine vienne saigner les enfants. Alors mon père avait mis un treillis. Mais rien que ce treillis, évidemment, créait la peur. Vous l'aviez jamais vue, cette fouine? J'ai jamais vu cette fouine. Mais on nous disait, faites attention parce qu'il y a des fouines dans le bûcher. On n'aurait jamais dû me dire ça, j'aurais vécu. Mais en même temps, je pense que cette fouine devait avoir un effet heureux parce que ça ajoutait évidemment à l'environnement une espèce de danger. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé le danger, le sauvage, le risque. Et c'était très, très bien qu'il y ait cette fouine. Mais vous voyez, 40 ans après, la fouine était toujours là, le treillis était là, la cheminée au salon était là, cet appartement qui était incliné vers le couchant. Le couchant, c'était curieux parce que c'était en direction du Jura, donc de la France, et puis du cimetière et de l'étang. Donc des lieux à la fois vagues et attirants. C'était des lieux où il y avait des nénuphars, où il y avait des chouettes, où il y avait des couleuvres, toutes sortes d'éléments de l'ombre, n'est-ce pas? Le cimetière. Et puis un étang où il ne fallait pas marcher tout au bord parce que des enfants étaient morts. Étaient-ils morts? Des enfants étaient morts d'avoir été trop près, alors ils s'étaient enlisés. Alors j'imaginais les petits museaux des enfants qui peu à peu s'enfonçaient. Il ne fallait pas aller là. Il y avait comme ça les lieux bénéfiques et les lieux maléfiques. C'était donc la merveille même, puisque tout était rassemblé. Et puis il y avait des chauves-souris.
dans ce bûcher. Non seulement il y avait la fouine, quelle vie avec cette fouine, mais il y avait les chauves-souris. Et ça, c'était tout à fait étrange. Cette maison, et pour d'autres raisons encore qui me reviennent peu à peu au moment où je parle, est peuplée d'un mystère sans doute insondable et de personnages insondables. Lorsque nous revenions vers Payerne, il fallait longer, me semble-t-il, un canal le long de la Broye. Et là, un jour, j'avais roulé, j'étais avec ma grand-mère Vallotton, qui était venue vivre auprès de nous, et j'ai voulu, je pense, jouer sur la rive du canal, et j'ai roulé jusqu'à la surface de la rivière. Donc j'ai failli me noyer, en fait. Et comme ma grand-mère était affolée, un peu pataude et incapable, en tout cas, de me porter secours, je pense que je me serais noyé si je ne m'étais pas accroché à des touffes ou à quelque chose. Mais pendant des années, chaque fois que j'ai passé près de ce canal, je me suis vu me noyant, n'est-ce pas? Et il y avait dans ce canal des loutres dont on disait qu'elles mordaient. Donc il y avait un danger de plus. J'avais au plus failli me noyer dans le canal de la Broye où il y avait des loutres. Donc toute cette enfance a été, je dirais, miraculeusement habitée par l'extase, l'horreur d'être un enfant, des dangers qui étaient bienvenus, et puis cette chape peu à peu pesante. Je me souviens à propos de cette maison de la Charmille, lorsque je ne voulais pas manger des carottes, savez-vous ce qui me faisait manger des carottes de terreur? Eh bien, mon père me montrait la photo de Hitler pour me faire peur, qu'on appelait le monsieur. Si tu ne manges pas tes carottes, on va chercher le monsieur. Il y avait une photo, je pense au dos de l'illustré ou de l'illustration, je ne sais pas, ou peut-être en tête en couverture. C'est même plus probable. Et puis je crois qu'à force d'avoir été montré devant la bouillie de carottes, il y avait des carottes qui étaient collées à cette... Et mon père ou ma mère disaient, si tu ne manges pas tes carottes, Jacques, on va chercher le monsieur. Le monsieur était dans l'armoire, tout près, l'armoire de la cuisine. On sortait Hitler. Non. Et je mangeais mes carottes. Donc vous voyez que Hitler, non seulement a été ensuite, une année après, la terreur comme ça qui pesait, mais il était déjà l'épouvantail pour le gosse qui voulait ou ne voulait pas manger. C'est un monde dont il faudra dire un jour toutes ces fantasmagories de bonheur et de terreur. Que votre père arrive à brandir la photo d'Hitler comme un symbole de l'horreur, est-ce que ça présupposait qu'il vous en avait parlé avant, en vous disant voilà, cet homme est horrible, cet homme fait des tueries, ou est-ce que... J'imagine pas que le simple visage d'Hitler, qui finalement est assez en soi anodin, ait suffi à vous terroriser. Si il avait quelque chose sur cette photo en gris et noir, en gris brun et noir, de terrible. Il avait des yeux très concentrés et cette espèce de moustache noire qui faisait très peur. Et puis moi, le signe nazi me faisait très peur. Il devait avoir, je pense, le brassard ou quelque chose, et puis la cocarde. C'est un signe qui n'est pas paisible, qui fait peur, je trouve. J'ai horreur de ce sigle, c'est très vilain. C'est fascinant d'horreur, en fait. Et je devais le ressentir très fort. Non, mon père ne m'avait pas dit à cette époque, c'est un très vilain monsieur, mais tout le monde en parlait. Le nom de Hitler m'a toujours été familier depuis ma toute petite enfance. Quand même, Nuremberg, les grands couteaux, tout ça, c'est autour des années 33. Hein. Je suis né en 34, donc c'était vraiment dans l'air. Il y avait une hantise hitlérienne. Si vous souhaitez voir d'autres vidéoportraits, consultez le site Vitasumus qui met en ligne régulièrement nos interviews filmées réalisées à partir de 1978.